Le Nevada, ce four brûlant au cœur des États-Unis, ne se contente pas d'épuiser la vie de chaque plante qui tente d'y pousser. Il met aussi la patience humaine à rude épreuve. Pendant des décennies, ce paysage extrême a rejeté presque toutes les méthodes de reverdissement que les agriculteurs ont essayé d'y appliquer. Le soleil frappe sans relâche, durcissant la terre jusqu'à la transformer en une croûte inflexible. Les vents chauds balayent des champs qui promettaient autrefois des récoltes, mais qui semblent aujourd'hui avoir renoncé à toute coopération avec l'agriculture. Saison après saison, les solutions modernes échouent, les rendements diminuent, les coûts augmentent, et un sentiment de défaite s'installe lentement dans chaque exploitation. Puis, lorsque toutes les réponses semblaient épuisées, une idée est apparue. Une idée si étrange que beaucoup l'ont jugée absurde. Impossible, presque délirante, libérer des millions d'abeilles en plein désert, sans ruches traditionnelles, sans production de miel, sans cadres en bois ni filets de protection, rien que des abeilles. De minuscules ingénieurs naturels adaptés à des conditions que les humains ont toujours considérées comme hostiles. Des insectes capables de creuser dans des sols alcalins et d'interagir avec des fleurs que d'autres espèces évitent instinctivement. Au début, l'idée a suscité des moqueries. Certains ont ri. D'autres y ont vu la preuve ultime du désespoir scientifique. Mais ce que peu de gens comprenaient alors, c'est que ce projet ne reposait ni sur l'improvisation ni sur la chance. Il reposait sur le design. Un design soigneusement aligné avec les règles invisibles de la nature. Car la transformation qui allait s'opérer au Nevada ne serait pas un accident. Elle serait la conséquence directe d'un choix écouter l'écosystème et lui rendre une pièce qu'il avait perdue. Et c'est ainsi que cette histoire commence. Avant même que les premiers camions chargés d'abeilles n'atteignent le désert le Nevada, était déjà une énigme sans solution apparente. La terre martelée pendant des années par un soleil implacable s'était durcie jusqu'à former une surface craquelée presque minérale. Les minéraux issus d'anciens lacs asséchés s'étendaient sur le sol comme une armure invisible fine mais tenace, bloquant toute tentative de régénération. L'ensemble du paysage donnait l'impression de fonctionner comme une machine usée. Chaque saison agricole commençait avec espoir et se terminait par la résignation. Les rendements ne s'effondraient pas brutalement. Ils glissaient lentement vers le bas comme des grains de sable s'échappant entre les doigts. Un avertissement silencieux mais constant, cette terre ne voulait plus coopérer. Les agriculteurs ont tout essayé. Ils ont ajusté les systèmes d'irrigation, changé les variétés cultivées, investi dans les engrais, la technologie et l'expertise. Mais les solutions qui fonctionnaient ailleurs se désintégraient dès qu'on tentait de les appliquer au Nevada. Le sol alcalin neutralisait les nutriments. La surface durcie empêchait l'eau de pénétrer correctement. Et chaque intervention semblait engendrer des effets secondaires inattendus. Au fil des années, les coûts de production ont atteint des niveaux insoutenables. Cultiver n'était plus seulement difficile, c'était devenu un pari économique. Certains agriculteurs ont réduit leurs exploitations. D'autres ont abandonné des champs entiers. Le Nevada, autrefois symbole de la conquête agricole des territoires extrêmes, commençait à incarner l'inverse, la limite absolue de ce que l'agriculture moderne pouvait accomplir. C'était comme si la porte était verrouillée de l'intérieur. Et personne ne semblait avoir la clé. Et pourtant, au cœur de toute cette rudesse, une plante refusait d'abandonner. La luzerne. À première vue, elle semblait fragile. Des tiges fines de petites fleurs aux teintes vertes et violettes ondulant sous les vents brûlants du désert. Mais sous la surface, la luzerne cachait une force silencieuse. Ses racines étaient capables de s'enfoncer profondément dans le sol, atteignant des réserves d'eau que la plupart des autres plantes n'avaient jamais pu exploiter. Là où de nombreuses cultures dépérissaient, la luzerne persistait. Au fil des années, cette plante est devenue le dernier pilier de l'agriculture du Nevada. Non pas parce qu'elle était facile à cultiver, mais parce qu'elle était la seule à sembler comprendre le langage du désert. Pourtant, son véritable potentiel ne résidait pas uniquement dans sa capacité à survivre. Si elle était pollinisée correctement, la luzerne pouvait produire des graines minuscules mais d'une valeur remarquable. Des graines qui représentaient non seulement une source de revenus pour les agriculteurs, mais aussi une opportunité de stabiliser les sols.
En améliorant la rétention d'humidité et en renforçant les cycles naturels du champ, elle pouvait ralentir l'avancée du désert, comme si elle redonnait un rythme respiratoire à une terre qui ne connaissait plus que la chaleur et le vent. Mais cette promesse dépendait d'un facteur essentiel. La luzerne ne pouvait pas y parvenir seule. Pour passer du statut de plante résistante à celui de véritable solution agricole, elle avait besoin de quelque chose de très précis. Elle avait besoin d'être pollinisée de la bonne manière. Et pendant des années, c'est précisément ce maillon qui manquait. Le problème ne venait pas de la résistance de la luzerne, mais de sa propre délicatesse. Les fleurs de luzerne ne s'ouvrent pas comme celles de la plupart des plantes. Chacune d'elles dissimule un mécanisme interne d'une précision remarquable, comparable à un petit ressort maintenu sous tension. Les scientifiques l'appellent le mécanisme de déclenchement. Pour libérer le pollen, la fleur exige une combinaison exacte de poids d'angle et de force au moment précis de l'atterrissage. Lorsque le bon visiteur se pose, la structure se libère brutalement. Le pétale inférieur se redresse d'un coup et frappe le corps de l'insecte le recouvrant d'un nuage de pollen. C'est un système conçu pour garantir une pollinisation efficace, mais ce design a un coût. La plupart des abeilles ne tolèrent pas cet impact soudain. Les abeilles domestiques, aussi travailleuses soient-elles, apprennent rapidement à éviter l'inconfort. Au lieu d'activer le mécanisme, elles cherchent des moyens de prélever le nectar sans provoquer le déclenchement, ce qui réduit considérablement le transfert de pollen. Les abeilles plus petites, quant à elles, n'ont tout simplement ni le poids ni la force nécessaire pour activer la fleur. Le résultat était à la fois spectaculaire et désespérant. Des champs entiers de luzerne s'ornaient d'un violet intense offrant un paysage d'une beauté saisissante. Mais sous cette apparence prometteuse, aucun avenir ne se dessinait. Les fleurs tombaient sans jamais se transformer en gousses. Les graines ne venaient pas. Les agriculteurs parcouraient leurs champs en comptant les fleurs plutôt que les graines. Et chaque sac à moitié vide devenait un rappel silencieux que la terre ne refusait pas totalement de produire. Il lui manquait simplement le bon visiteur. En 2023, la situation avait atteint un seuil critique. Chaque année, le sol du Nevada devenait plus alcalin. Les cultures perdèrent de leur vigueur. Les coûts augmentaient jusqu'à frôler l'insoutenable. Ce qui était autrefois difficile était désormais presque impossible. L'agriculture dans le Nevada n'était plus simplement en difficulté. Elle était à bout de force. C'est dans ce contexte de frustration qu'est apparue une découverte inattendue issue d'un endroit que personne n'avait considéré comme pertinent depuis des décennies. Elle ne provenait ni d'un laboratoire ultramoderne, ni d'une technologie de pointe, mais d'une salle d'archives universitaire, où des piles de documents anciens reposaient sous la poussière comme si le temps avait effacé leur valeur. Parmi ces pages jaunies et ces notes à peine lisibles, la docteure Clara Martinez s'arrêta net. Ce qu'elle venait de lire la laissa silencieuse pendant de longues minutes. Ces documents rédigés dans les années 1970 mentionnaient une étrange espèce d'abeille qui avait autrefois vécu précisément sur ces terres. Une abeille qui ne produisait pas de miel, qui ne construisait pas de ruches et qui avait été largement ignorée par l'agriculture moderne. Mais ce qui rendait cette découverte troublante n'était pas l'étrangeté de l'insecte, c'était sa fonction. Selon ces notes, cette abeille était la seule capable d'activer de manière fiable le mécanisme de déclenchement de la fleur de luzerne. Et elle n'avait pas disparu à cause d'un phénomène naturel, mais à la suite directe des interventions humaines, l'usage de produits chimiques agressifs, la perturbation des sols et la destruction de son habitat souterrain. À cet instant précis, une idée jusque-là impensable commença à prendre forme. Si cette abeille avait évolué aux côtés de la luzerne, si elle avait autrefois prospéré dans le Nevada, alors la réponse n'avait jamais été loin. Elle avait toujours été enfouie sous leurs pieds. L'abeille mentionnée dans ces documents anciens portait un nom que presque personne dans l'agriculture moderne ne reconnaissait plus, l'abeille alcaline. Contrairement aux abeilles domestiques, cette espèce ne produit pas de miel. Elle ne construit pas de ruches en bois et ne vit pas en colonies organisées autour d'une reine. Sa vie se déroule presque entièrement sous terre. Elle creuse des tunnels dans des sols alcalins et salins, des environnements que les agriculteurs avaient longtemps considérés comme stériles et inutilisables. Et pourtant, c'était précisément là que résidait sa force. L'abeille alcaline avait évolué en parfaite synchronisation avec la luzerne.
Sa taille, son poids et la manière exacte dont elle se posait sur la fleur correspondaient avec une précision remarquable au mécanisme de déclenchement que tant d'autres abeilles évitaient. Lorsque la fleur se refermait brusquement sur elle, l'abeille alcaline ne reculait pas. Elle n'apprenait pas à esquiver l'impact, elle l'acceptait. Fleur après fleur, elle activait le mécanisme. Fleur après fleur, elle transportait le pollen avec une efficacité exceptionnelle. Pendant des générations, cette relation avait permis la production de graines de luzerne dans les régions arides de l'ouest des États-Unis. Mais cet équilibre fragile s'est rompu dans la seconde moitié du 20e siècle. L'usage intensif de pesticides, la compaction des sols et la modification artificielle de la salinité ont détruit ces galeries souterraines. Privée d'abri et de ressources, la population d'abeilles alcalines s'est effondrée dans le silence. Avec le temps, la plupart des gens ont oublié jusqu'à son existence. Désormais, plusieurs décennies plus tard, cette abeille, presque effacée de la mémoire humaine, réapparaissait comme une possibilité inattendue. Non pas comme une simple curiosité scientifique, mais comme une solution tangible. Si la luzerne avait besoin d'une clé bien précise pour produire des graines, et si cette clé avait toujours été une espèce native parfaitement adaptée au Nevada, alors la question n'était plus de savoir si l'abeille alcaline pouvait aider. La véritable question était de savoir si les humains étaient prêts à reconstruire le monde dont elle avait besoin pour revenir. Lorsque l'idée de ramener l'abeille alcaline fut évoquée autour de la table de travail, personne n'osa la formuler à voix haute immédiatement. Pourtant, tous partageaient la même intuition. Si la luzerne avait besoin précisément de cette abeille pour produire des graines, et si cette abeille avait disparu parce que les humains avaient modifié son environnement de la mauvaise manière, alors la seule issue possible consistait à recréer exactement les conditions que la nature avait autrefois conçues pour elle. Et cela signifiait faire l'impensable. Non pas réduire la salinité des sols, mais l'augmenter volontairement. La proposition semblait totalement contradictoire. Pendant des décennies, le sel avait été perçu comme l'ennemi absolu de l'agriculture, le symbole même de la stérilité. Désormais, le plan exigeait de l'utiliser comme un outil. Le sol devait répondre à une série de critères extrêmement précis. Il devait être suffisamment meuble pour permettre aux abeilles de creuser leurs tunnels tout en restant assez stable pour que ces galeries ne s'effondrent pas. L'humidité souterraine devait rester constante, sans jamais inonder la surface. Le sel devait être appliqué à une concentration exacte assez élevée pour décourager les autres insectes, mais parfaitement adapté à l'abeille alcaline. Rien ne pouvait être laissé au hasard. Avant de libérer la moindre abeille, toute la structure du sol devait être prête. Vue de l'extérieur, l'expérience ressemblait à une plaisanterie coûteuse. Une parcelle de terre recouverte d'une couche blanche étincelante reflétant le soleil comme une petite étendue saline. En dessous, un réseau d'irrigation souterrain complexe soigneusement installé à un coût se chiffrant en dizaines de milliers de dollars. Puis vint l'étape finale. Déverser des millions d'abeilles sur ce sol préparé comme si l'on semait la culture la plus risquée jamais tentée dans le Nevada. Pour beaucoup, ce n'était plus de la science, c'était de la folie. La réaction fut immédiate. Dès que les images de l'expérience commencèrent à circuler, les critiques affluèrent. Des experts apparurent à la télévision pour affirmer que les abeilles ne survivraient pas plus de quelques jours dans un tel environnement. Certains qualifièrent le projet de régression, un retour en arrière pour l'agriculture moderne. D'autres y virent la preuve qu'une certaine science était allée trop loin. Sur les réseaux sociaux, les vidéos montrant des ouvriers inclinant des caisses et laissant se déverser des millions de petits points noirs sur le sol salin devinrent virales. Beaucoup riaient, d'autres exprimaient leur indignation. Certains éprouvaient même de la pitié pour les abeilles, convaincus qu'elles étaient sacrifiées dans une expérience vouée à l'échec. Les titres de la presse n'étaient guère plus cléments. L'expérience agricole la plus étrange de l'année, annonçaient certains journaux. Le Nevada a-t-il perdu la raison? Demandaient d'autres. Pourtant, au milieu de ce vacarme, un petit groupe restait étrangement silencieux. C'étaient ceux qui comprenaient la luzerne mieux que quiconque, ceux qui savaient que juger ce projet depuis la surface n'avait aucun sens. Car la véritable réponse ne se trouverait ni dans les premiers jours, ni même dans les premières semaines. Elle se cachait sous la terre. Et il n'y avait plus qu'une chose à faire attendre.
Dans les premiers jours qui suivirent la libération des abeilles, la surface du sol ne montrait aucun signe évident de réussite. La terre restait immobile, recouverte de sa couche blanche de sel figé sous le soleil implacable du désert. Pour beaucoup d'observateurs, cela semblait confirmer toutes les critiques formulées auparavant. Mais sous cette surface silencieuse, une autre histoire était en train de s'écrire. Dans l'obscurité, légèrement humide du sous-sol, les abeilles alcalines commencèrent à faire exactement ce pourquoi elles avaient évolué pendant des milliers d'années. Elles creusaient, non pas de manière chaotique, mais avec une précision remarquable. Leurs tunnels suivaient des arcs réguliers, presque parfaits, conservant une profondeur et un diamètre étonnamment constants. À partir de ces galeries, elles façonnèrent de minuscules chambres de reproduction. Chacune était soigneusement tapissée de pollen et de sécrétions nutritives avant d'accueillir un œuf. Des graines de vie invisibles pour quiconque marchait à la surface sans imaginer que sous ses pieds, une véritable ville prenait forme. Ce qui étonna le plus les chercheurs fut la manière dont les abeilles choisissaient l'emplacement exact de leur nid. Guidées par la compaction du sol, l'odeur des minéraux et l'humidité remontant du système d'irrigation souterrain, elles semblaient lire une carte que les humains n'avaient jamais appris à déchiffrer. Et cette couche de sel, que beaucoup considéraient comme un obstacle fatal, devint un avantage inattendu. Elle agissait comme un bouclier naturel, conservant l'humidité nécessaire et éloignant les insectes concurrents. Chaque jour, un nouveau tunnel apparaissait. Chaque jour, une nouvelle chambre était achevée. À la surface, les agriculteurs observaient en silence. Ils n'osaient pas encore espérer, mais ne pouvaient plus ignorer le sentiment croissant que quelque chose était en train de changer. Le Nevada ne pouvait toujours pas le voir, mais sous la terre salée, l'avenir était déjà en construction. Quelques semaines après que la ville souterraine eut commencé à se consolider sous la couche de sel, les premiers signes de changement apparurent enfin. Ils ne vinrent pas du sol lui-même, mais des vastes champs de luzerne qui s'étendaient au-delà de la parcelle expérimentale. Au début, ce ne fut qu'une impression subtile. Les agriculteurs remarquèrent que le nombre d'abeilles sur les fleurs était anormalement élevé, bien plus important que lors de n'importe quelle saison précédente. C'était comme si une porte invisible s'était ouverte laissant affluer des vagues d'insectes sur les champs. Mais le véritable choc survint lorsqu'ils observèrent les fleurs de plus près. Les abeilles alcalines ne se contentaient pas de visiter la luzerne. Elles se posaient avec une précision presque chirurgicale. Le poids exact, l'angle parfait, la force juste suffisante pour déclencher le mécanisme de la fleur. Lorsque celle-ci se refermait brusquement, frappant le thorax et l'abdomen de l'abeille et libérant un nuage de pollen doré, l'insecte ne reculait pas. Il ne fuyait pas. Il n'apprenait pas à éviter l'impact. Il l'acceptait. Les abeilles passaient d'une fleur à l'autre sans interruption, travaillant avec une efficacité qui laissa les chercheurs sans voix. Vu de loin, le champ semblait animé d'un souffle propre. Des vagues d'abeilles balayaient l'étendue violette, comme si la terre elle-même respirait. Puis apparut le signe que tous attendaient. Les fleurs commencèrent à se transformer. Là où il n'y avait auparavant que des pétales éphémères, des gousses se formaient désormais. Chacune portait la promesse de nouvelles graines. Pour la première fois depuis des années, la luzerne ne se contentait pas de fleurir. Elle remplissait enfin son rôle. Les premières données dépassaient toutes les prévisions. Le taux de pollinisation était supérieur à celui obtenu avec toute autre espèce utilisée auparavant. L'abeille alcaline n'était pas seulement revenue, elle avait prouvé qu'elle était la pièce manquante depuis le début. Lorsque les vents du début de l'été commencèrent à balayer les champs de luzerne, le moment décisif arriva enfin la saison de la récolte des graines. Habituellement, cette période était synonyme d'inquiétude et de tension. Année après année, les agriculteurs se préparaient à la déception. Mais cette fois, quelque chose était différent. Un silence inhabituel s'installa dans les exploitations. Ce n'était pas de la peur, mais l'intuition collective que quelque chose d'exceptionnel était sur le point d'être révélé. Lorsque les premiers sacs de graines furent soulevés, les réactions se propagèrent immédiatement. Ils étaient plus lourds, plus denses, incontestablement différents. Les chiffres confirmèrent ce que les mains avaient déjà compris. Les rendements avaient augmenté de manière spectaculaire. Dans de nombreuses parcelles, la production de graines était 3 voire 4 fois supérieure à la moyenne historique de l'État.
Certaines zones atteignirent des niveaux que les experts avaient longtemps jugés impossibles dans le climat du Nevada. Pour les agriculteurs, il ne s'agissait pas seulement de statistiques, c'était la différence entre survivre et abandonner leurs terres. Pour les chercheurs, c'était la validation d'une hypothèse tournée en dérision dès le départ. Et pour le Nevada, c'était bien plus encore, un changement d'identité. Pendant des décennies, cet État avait incarné la résistance inflexible de la nature face à l'agriculture humaine. Désormais, ce même territoire démontrait que le problème n'avait jamais été l'impossibilité de cultiver, mais l'absence de la bonne pièce dans le système. Depuis de minuscules tunnels, dissimulés sous le sol salin des millions d'ailes délicates, avaient modifié le destin d'une région entière. Pendant longtemps, le Nevada a été perçu comme l'exemple parfait d'une terre qui refusait de céder. Un paysage où l'agriculture moderne se heurtait sans cesse aux limites imposées par la nature. Pourtant, la transformation qui s'y est produite n'est pas venue de machines plus puissantes ni de produits chimiques plus agressifs. Elle est venue de quelque chose de bien plus petit. L'abeille alcaline n'a jamais été un miracle. Elle était un maillon manquant, une pièce de l'écosystème qui avait été éliminée et dont le retour a permis à l'ensemble du système de fonctionner à nouveau. Elle n'a pas modifié la luzerne. Elle n'a pas dompté le désert. Elle a simplement rétabli une relation qui avait toujours existé. La leçon était limpide. Lorsque les humains cessent de lutter contre la nature et commencent à travailler avec elle-même, les environnements les plus extrêmes peuvent se transformer. Le Nevada n'a pas fleuri parce que le désert s'est rendu, mais parce que quelqu'un a appris à l'écouter. Aujourd'hui, là où il n'y avait autrefois que des sols durcis et des fleurs stériles, s'étendent de nouveau des champs porteurs de vie. Et sous cette surface, des millions de tunnels silencieux rappellent une vérité simple mais puissante. Parfois, les plus grandes solutions ne naissent pas de l'invention de quelque chose de nouveau, mais du souvenir de ce qui existait déjà. Si cette histoire vous a donné un nouveau regard sur l'agriculture et la nature, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, nous continuons d'explorer comment la science, les écosystèmes et les choix humains peuvent transformer même les paysages les plus extrêmes. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.